soit en live si jamais on voit les questions et qu'elles sont pertinentes par rapport au sujet abordé. Sinon, on fera bien entendu un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Bon, en tout cas, bonne présentation. Et puis, du coup, je ferai une petite conclusion à la fin. N'hésitez pas à noter toutes les questions que vous auriez. On pourra bien entendu y répondre. Merci, Denis. Du coup, merci encore une fois. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer à partager la présentation. Ah, il y en a encore qui arrivent. Hop. Alors, je partage. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Bon, merci beaucoup encore une fois d'être présent. On continue notre série de webinaires aujourd'hui avec le déploiement de la fibre optique en France. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Manon. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, Manon Bucudjean, je travaille du coup dans l'équipe de Denis et je suis chef de produit FTTH et ADSL. Et moi-même, du coup, je suis ingénieur avant-vente dans l'équipe commerce de Xavier Grostet. Alors, pour ces webinaires, donc on a décidé donc, pour parler un petit peu de façon générale de la fibre optique et du déploiement en France. On a scindé ça en 3 parties. Là, dans la partie 1, on va voir le cadre général de la fibre optique. On va rappeler quelques petites définitions. On va voir quelques petits points de contexte et notions. Ensuite, je laisserai la main à Manon qui vous parlera de l'écosystème. Il rentrera un peu plus dans le détail de ce déploiement. Et on verra dans la partie 3 quelques petits points d'attention sur le déploiement de la fibre optique. Donc, on commence tout de suite donc, avec la partie 1 pour le cadre général de la fibre optique. Alors, comme vous le savez peut-être, l'ARCEP fait des rapports d'activité sur l'année, entre guillemets, qui s'écoule sur l'année N-1. Donc là, c'est le rapport d'activité 2021, donc sur l'année 2020. Donc, on parle ici de notion de bon haut débit et de très haut débit. Aujourd'hui, en France, il faut savoir que 60% des locaux sont éligibles au très haut débit par la fibre optique. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, dans cette répartition, donc, vous voyez un camembert, donc 73% des sites éligibles au très haut débit, donc c'est pour la plupart de la fibre optique à 60%, donc c'est la majeure partie aujourd'hui, donc c'est la plus grosse technologie utilisée et qui va devenir demain la prédominante. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement français et de l'ARCEP. Le chiffre provisoire à septembre 2021 pour les locaux éligibles, on est plutôt arrivé à 70% et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Alors, le déploiement de la FTTH, donc plus précisément, se fait en fonction de zones bien prédéfinies. Donc, on a notamment la zone très dense, la ZTD. Donc, je ne vais pas m'attarder énormément dessus, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc, la ZTD est composée de 106 communes. Donc, la concurrence se fait par les infrastructures. Chaque opérateur peut déployer son réseau jusqu'à l'immeuble. Donc, aujourd'hui, il y a 7,4 millions de prises sur cette zone-là et 6,1 sont déjà raccordables. Et même au moment où je vous parle, ça a énormément évolué, ça évolue constamment. Sur la ZMD AMI, donc zone AMI, il y a 3600 communes dans cette zone et c'est un déploiement donc, qui est mutualisé et c'est un opérateur d'infrastructure par commune, on y viendra après. Le déploiement est partagé principalement entre Orange, uniquement par Orange et SFR. Donc 16 millions de prises sur cette zone, 10,6 qui sont déjà raccordables. Finalement, la zone moyennement dense RIP, donc les RIP qui sont des réseaux d'intérêt public, donc c'est tout le reste des communes
Alors, sur les zones RIP, c'est un opérateur d'infrastructure par commune et les déploiements sont faits sur fonds propres ou subventionnés. Finalement, on a les déploiements AMEL, donc on reviendra dessus, qui sont faits uniquement sur fonds privés sans subvention. Donc, sur cette zone, il y a 6,9 millions de prises et 4,7 millions éligibles et c'est toujours en constant augmentation. Très rapidement, aujourd'hui, les 106 communes présentes dans les ZTD, 92% des locaux ont déjà accès au très haut débit. On a eu 400 000 locaux éligibles en plus en une année. 81% des locaux ont accès au très haut débit sur la zone, la ZMD. Donc, c'est 8% de plus en un an, ce qui est une augmentation exponentielle. Et pour la ZMD RIP, on a 44% des locaux qui ont accès au très haut débit, donc avec plus 8% en une année, et ça évolue extrêmement rapidement, encore une fois. Un petit aparté sur le réseau COSC. Aujourd'hui, on a 15 millions de lignes qui sont éligibles chez COSC, sur ces 3 zones-là. Et dans le cadre de notre roadmap, on prévoit d'aller chercher jusqu'à 16 millions de lignes supplémentaires en déployant notamment le réseau, les RIP activés d'Orange dans un premier temps, en allant chercher d'autres RIP tels que TDF, XP Fibre, Axione, ainsi que d'autres. Donc, on souhaite, notre volonté est de tendre vers 100% du FTTH, de prise éligible FTTH d'ici 2025. Alors, maintenant, on va voir quelques concepts sur la fibre optique et vous expliquer un petit peu les différences entre les différentes fibres avant de rentrer en détail. Alors, le FTTH, c'est un réseau que vous connaissez, c'est un réseau mutualisé. Mutualisé parce qu'il y a une fibre qui part du NRO jusqu'au point de mutualisation. Et cette fibre, elle est mutualisée entre plusieurs clients jusqu'à 64. On y reviendra dessus après. C'est un réseau point multipoint, donc c'est un réseau qui va jusqu'au point de mutualisation et qui se split en plusieurs points, donc en plusieurs clients par la suite. C'est un réseau qui passe par la boucle locale mutualisée. La différence entre le FTTH grand public et le FTTH en B2B, c'est qu'en B2B, il y a une GTI de 8 heures incluse et une GTR J+1 en option. Et le débit n'est pas garanti et pas symétrique. Donc, par exemple, 1 giga en download, 250 mégas en upload. Le FTTE, cette fois-ci, le seul point commun que le FTTE a avec le FTTH, c'est l'infrastructure. C'est qu'en fait, on va venir profiter de l'infrastructure déjà en place du FTTH pour venir faire des économies d'échelle, pour ne pas faire de génie civil, faire de déploiements supplémentaires. Et en fait, on va venir utiliser les fourreaux et l'infrastructure pour faire passer notre FTTE, donc notre fibre dédiée. C'est le seul point qu'il y a entre les FTTE et les FTTH. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Le FTTE, c'est bien une fibre dédiée point à point qui a une GTR incluse de 4 heures et un débit garanti symétrique donc de 10 mégas à 10 gigas. Finalement, on a le FTTO, donc le FTTO qui passe par le réseau de boucle locale dédiée cette fois-ci, donc qui est similaire au FTTE, mais cette fois-ci, on va pouvoir venir faire du génie civil pour aller raccorder un client de façon un peu plus sur mesure. Donc encore une fois, c'est de la GTR 4 heures incluse, un débit garanti symétrique, c'est un point à point. Je voulais revenir juste sur la notion de, comment dire, donc je vous l'ai dit précédemment, pour la FTTH, entre le NRO et le point de mutualisation, il y a une fibre qui part, donc on appelle l'arbre GPON. Donc ça, c'est pour le FTTH. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette fibre qui part du NRO jusqu'au point de mutualisation, elle peut être elle est mutualisée jusqu'à 64 clients. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client va souscrire un abonnement derrière le point de mutualisation, il va venir partager le débit de la fibre qu'il y a entre le NRO COSC et le point de mutualisation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur le réseau COSC vs les autres opérateurs grand public,
Sur le réseau COSC, on ne déploie uniquement que du B2B, que de l'entreprise. Ça veut dire que là, dans une même zone où il y a d'autres opérateurs qui sont présents et qui, eux, ne font pas de différence entre le grand public et le B2B, eh bien, nous, sur notre réseau, il n'y aura que de l'entreprise. Ça veut dire qu'on aura un débit et un réseau meilleur dans une même zone VS un autre opérateur grand public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a maximum une dizaine de clients sur nos arbres GPON, sur nos fibres, alors que les autres opérateurs grand public, en ZTD, en zone très dense notamment, il y en a souvent 64, parce qu'il y a beaucoup de clients dessus, grand public et entreprise. On revient donc sur les types de zones dont je vous avais parlé en introduction. Pour vous expliquer un petit peu comment se déroule le déploiement dans ces zones-là. Alors, on commence par la zone très dense. Il faut savoir que dans la zone très dense, la concurrence, elle se fait sur les infrastructures. Ce que je veux dire, c'est que chaque opérateur d'infrastructure peut déployer sa fibre jusqu'au point de mutualisation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait deux sous-zones dans la zone très dense. Il y a la zone très dense haute densité. Ça signifie en fait que dans les immeubles où il y a plus de 9 logements, c'est-à-dire que le déploiement se fait de façon verticale et le point de mutualisation, donc l'armoire qu'on voit dans la rue, est présente à l'intérieur de l'immeuble. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc, et les points de branchement immeuble, pardon, les PBO, qu'on trouve à l'extérieur souvent, sont à l'intérieur. Donc, à chaque étage, il y a un PBO qui est présent. Dans le cas d'une zone très dense, basse densité, ça veut dire, là, pour le coup, les immeubles sont inférieurs, enfin, dans les immeubles, il y a moins de 9 logements. Là, c'est un modèle identique dans la ZMD, donc, dont on reviendra, enfin, dont je vous parlerai par la suite. Il y a un déploiement qui est fait du NRO jusqu'au point de mutualisation de zone qu'on voit dans la rue, donc les petites armoires qu'on voit un peu partout dans la rue. Et le déploiement se fait directement par un opérateur unique. C'est-à-dire qu'il y a un seul opérateur d'immeuble unique par immeuble, tout simplement. À la différence de la zone moyennement dense, donc dans la zone moyennement dense AMI, là cette fois-ci, donc je vous en avais parlé en introduction, c'est Orange et SFR qui sont répartis ces deux zones-là, et donc c'est uniquement Orange et SFR. Donc là, dans cette zone, donc chaque opérateur peut déployer sa fibre jusqu'au point de mutualisation, donc il se trouve à l'extérieur cette fois-ci. Et là, dans ce cas-là, ce qui est particulier, c'est que dans une seule rue et dans un immeuble, il ne peut y avoir qu'un seul opérateur d'immeuble, donc qui peut permettre de déployer une fibre à cet endroit-là. Donc, par exemple, on ne peut pas avoir une rue comme dans la ZTD où il peut y avoir à la fois du Orange au numéro 22, du SFR au numéro 28, etc., etc. Donc là, c'est vraiment différent. Pour ce qui est de la zone moyennement dense dans les zones RIP, donc réseau d'intérêt public, pardon. Donc les opérateurs ici, donc ces opérateurs privés, donc à l'image d'Altitude Infrastructure, par exemple, c'est eux qui déploient les réseaux et ils font ça dans un mode de financement public, donc subventionné par l'État, par exemple, ou alors privé. Les zones AMEL, je vous en avais parlé, je reviens dessus. En fait, les zones AMEL, donc appel à manifestation d'engagement locaux, c'est des RIP qui sont redistribués à des opérateurs. Une fois que tous les appels d'offres ont été faits et gagnés par les opérateurs de RIP, eh bien, ces RIP-là, ils sont redistribués à des opérateurs pour les déployer sur des fonds propres cette fois-ci, sans subvention. Le modèle de déploiement est identique à celui de la ZMD AMI et c'est un seul opérateur d'infrastructure par zone. Sur le FTTO, rapidement, donc le FTTO, c'est un marché
contrairement à FTTH, chaque opérateur, il n'y a pas de règles concrètement. Euh, en tout cas, très peu de règles. Chaque opérateur peut tirer sa propre fibre là où il le désire. Aujourd'hui, il y a 95% des entreprises qui sont couvertes par une offre FTTO. Mais il y a tout de même pas mal de différences qui subsistent sur les zones. En ZTD, par exemple, il y a une forte concurrence parce qu'il y a pas mal d'entreprises au mètre carré, évidemment, qui déploient leur propre fibre. Donc, il y a beaucoup de concurrence pour aller chercher la clientèle. En zone RIP FTTO, la concurrence, elle est amenée par les RIP. On peut citer par exemple Covage, dont le cœur de métier historique est la FTTO sur les RIP. Et sur le reste de la France, il y a de nombreuses zones où il y a une concurrence assez faible parce que les entreprises elles ne sont pas assez proches les unes des autres pour avoir un potentiel et donc il reste à dynamiser ces zones-là, apporter plus de solutions et les bonnes solutions aux entreprises. Très rapidement, je voulais faire un petit point sur le contexte réglementaire actuel. Je vous l'avais dit un petit peu en introduction, aujourd'hui, la volonté de la France, du gouvernement en général et de l'ARCEP, c'est de pousser la fibre optique pour la généraliser, de fait qu'à ce que la fibre devienne d'ici 2025 la principale technologie d'accès au très haut débit utilisée en France. Aujourd'hui, il y a environ 70% des foyers et des entreprises du pays qui sont éligibles en FTTH. C'est un chiffre qui est en constante évolution. Et 90%, plus de 90% des sites entreprises qui sont éligibles en FTTO en France. Alors, le principal objectif aujourd'hui de l'ARCEP, c'est de préparer la transition du cuivre vers la fibre. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, Orange prévoit en 2030 d'éteindre son réseau cuivre. Et ce que fait l'ARCEP, c'est qu'elle fait pas mal de lobbying auprès d'Orange pour que Orange leur donne des deadlines bien précises afin que l'ARCEP puisse, entre guillemets, anticiper et demander à Orange en amont d'éteindre, enfin de retirer les bons réseaux cuivre au bon moment. Je vais laisser la parole à Manon pour parler de la partie. Du coup, on va passer à la partie 2, donc on va parler de l'écosystème en général. Donc, on va commencer par parler des principaux acteurs en fibre optique et du coup, notamment en fibre FTTH. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 types d'opérateurs. Donc, le premier, c'est l'opérateur d'immeuble. Donc, il est présent dans la dernière étape du coup de la chaîne de valeur. Et en fait, son rôle, du coup, c'est de déployer le réseau entre le local du client final et le point de mutualisation. Ensuite, du coup, il y a l'opérateur d'infrastructure qui, lui, du coup, son rôle, c'est de déployer le réseau entre le point de mutualisation et le nœud de raccordement optique. Et enfin, du coup, les opérateurs commerciaux qui, eux, en fait, vont commercialiser les offres de services en louant le réseau aux opérateurs d'immeubles et du coup aussi aux opérateurs d'infrastructure. Donc là, vous pouvez voir juste, en fait, j'ai mis que quelques exemples concrets d'opérateurs. Donc, ce qu'on constate, c'est que Orange, SFR et Bouygues ont tous les trois en fait différentes unités qui leur permettent d'être en fait dans toutes les étapes de la chaîne de valeur. Ce qu'on peut voir également, c'est que Cost, du coup, a un rôle particulier parce qu'il est vraiment opérateur commerciaux et particulièrement opérateur de gros. Donc, il est vraiment neutre, en fait, sur le marché B2B. Et après, on peut voir aussi des entités telles Altitude, Covage ou Axion, qui sont à la fois opérateurs de gros, donc commerciaux, mais également opérateurs d'infrastructure. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux zones de couverture actuelles, en fait, et vraiment se demander où en sommes-nous en France aujourd'hui sur le déploiement de la fibre. Donc, comme l'a dit un petit peu Areski précédemment, en fait, avec le plan France très haut débit prévu par l'ARCEP,
En fait, d'ici 2030, on prévoit une couverture quasi totale en termes de très haut débit dans chaque département et partout en France. Du coup, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, la progression ne cesse d'augmenter. Donc, ce que vous pouvez voir sur le schéma de droite, c'est que si l'on regarde en fait les dernières évolutions de déploiement, nous avons au total 22,3 millions de lignes raccordables FTTH en France et notamment 1,4 million de lignes supplémentaires au cours du dernier trimestre, ce qui représente en fait une croissance record. Ensuite, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'analyser un peu le déploiement au sein des différentes zones dont Areski a parlé tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les zones moins denses portent la quasi-totalité des déploiements des opérateurs, donc environ les 2/3 en zone AMI et les 1/4 en zone d'initiative publique, donc ce qu'on appelle les zones RIP. Donc ça représente encore une fois une croissance record en fait au cours là, de la dernière année. Là, on va se faire du coup un petit focus sur les zones AMI. Donc en fait, pour la petite histoire, il faut savoir qu'à la base, en fait, Orange et SFR se sont engagés en application du coup avec l'article L3313 à déployer un réseau FTTH sur la zone AMI, donc dans l'ensemble de la zone AMI, qui représente en fait aujourd'hui, comme l'a dit Areski, 3600 communes au total. Et du coup, en fait, ces deux opérateurs doivent rendre 100% des locaux sur le territoire de ces communes raccordables. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à la fin du 4e trimestre 2020, environ 76% des locaux des communes sur lesquelles Orange s'est engagé ont été rendus accordables, 91% pour SFR, mais en fait, ils avaient pour objectif fin 2020 à ce que du coup 92% des locaux soient accordables. Du coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un léger retard dû notamment à la crise sanitaire. Et du coup, maintenant, on va parler aussi du coup des zones RIP qui, je te laisse passer, Areski, merci. Du coup, des zones RIP qui, elles, malgré la crise sanitaire, c'est vraiment en fait, on constate en fait une réelle dynamique de déploiement. Donc, par exemple, si l'on prend en fait au 30 septembre 2020, donc la zone d'initiative publique compte quand même près de 4,225 millions de lignes déployées et un peu plus d'1 million d'abonnés à la fibre. Donc, ça représente un taux de pénétration en fait d'environ 24%, ce qui représente du coup une réelle croissance. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte dans ces zones, c'est qu'aujourd'hui, donc les 4 principaux OSEN, en fait, sont moins présents dans les zones d'initiative publique que dans les zones privées. Et du coup, en fait, ça laisse la place aussi à d'autres opérateurs qui, eux, apportent justement de la dynamique, en fait, dans ces zones. Donc, on peut prendre, par exemple, comme vous le voyez sur la slide, l'exemple d'Altitude, en fait, Infrastructure, qui est un opérateur qui est en constante évolution. Ils ont quand même 27 réseaux du coup, de fibre optique déployés partout en France, plus de 4 millions de prises FTTH contractualisées. Et cela représente environ 10 millions de Français en fait, éligibles à la fibre au terme de déploiement. Donc voilà, là on a un peu parlé des différentes zones. Maintenant on va parler, je te laisse passer, merci Areski. Du coup on va parler maintenant en fait des différences entre le marché grand public et le marché des entreprises. Donc en fait, cette différence, elle est importante de la comprendre au niveau du déploiement de la fibre en France, car en fait, grâce à ces différences, on va comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a eu en fait un retard au niveau de la fibre, surtout au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, ce marché des entreprises représente environ 30% du marché français en fait des télécoms. Et ce qui s'est passé en fait à la base, c'est que Orange et SFR ils disposent des parts de marché les plus importantes sur le segment des marchés des offres de détail et de gros.
et que en fait, du coup, cette dualité explique aujourd'hui la faible numérisation des PME françaises. Donc, dans ce contexte, l'Arcep forcément a agi et du coup a fait de la concurrence un instrument central de sa stratégie pour du coup justement en fait dépasser cette dualité qu'il y avait entre Orange et SFR. Et c'est d'où du coup bien sûr est né Cosc, qui est du coup un opérateur vraiment neutre sur le marché de gros. Et donc vraiment le but en fait c'est de permettre à différents opérateurs de fournir des offres FTTH en s'approvisionnant du coup sur un marché de gros d'offres dites activées. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence avec différents opérateurs qui peuvent venir sur le marché. Et c'est une stratégie du coup qui a marché car aujourd'hui, l'Arcep estime en fait que le taux de ligne FTTH éligible à au moins une offre de gros activée est passé quand même du coup de 11% au premier trimestre 2017 à 88% au deuxième trimestre 2020. Donc c'est vraiment une bonne dynamique pour les différents opérateurs. Voilà, je vais relaisser la parole du coup à Areski qui va revenir sur les quelques points d'attention à avoir sur le déploiement de la fibre justement. Merci beaucoup, Manon. Alors, comme dans toute chose, il peut y avoir, entre guillemets, de rares cas de blocage dans le déploiement d'une fibre chez un client final, hein. Donc des blocages temporaires et parfois c'est des situations qui peuvent être évitées. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit focus dessus afin de vous donner des éléments pour éviter ces situations-là. Donc, absence ou refus client le jour d'intervention. Donc ça, par exemple, on va parler en exemple, ça sera plus parlant. Imaginons donc il y a une installation chez un client final qui doit se faire, on va dire un jour J. Et le jour où le technicien COSC se présente chez le client final, eh bien, soit il est absent ou bien il y a un refus parce que la personne qui devait accueillir le technicien n'était pas là ou alors n'était pas au courant et donc c'est une autre personne qui l'accueille. Et donc, comme elle n'est pas au fait du rendez-vous, eh bien, elle refuse le rendez-vous. Donc, ça arrive pas souvent, mais c'est l'un des cas qui arrive le plus. Donc là, c'est vraiment, dans un premier cas, il est impératif d'avoir un référent technique, si possible, qui connaisse bien les lieux de l'intervention, parce que le jour où le technicien arrive sur site, eh ben, si il arrive devant une personne qui ne connaît pas le site, bah, malheureusement, il ne peut pas lui montrer où se trouve tel ou tel fourreau, par exemple, ou telle salle où se trouve la baie, tout simplement, la baie client, par exemple. Évidemment, en amont, il faut s'assurer que le client est bien au fait de la date d'intervention afin d'éviter une annulation ou un report à une date ultérieure. La notion de partie commune non accessible, ça aussi, c'est un point de vigilance. Il arrive parfois que lorsque le technicien COSC intervient sur site, eh bien, pendant qu'il installe la fibre optique, parfois il a besoin d'avoir accès, par exemple, à une cave par où les fourreaux de la fibre passent. Et si le technicien, le référent technique qui accueille qui accueille le technicien COSC n'a pas les autorisations, par exemple, pour accéder à ces endroits-là, eh bien, malheureusement, ça peut reporter l'intervention jusqu'à ce qu'il ait l'autorisation du syndic. Ça peut être aussi une autorisation d'habilitation pour percer un mur. Si le technicien COSC doit percer un mur et que le référent technique lui dit non, je n'ai pas les autorisations, ça peut aussi reporter l'intervention et engendrer du retard de ce fait. Donc là, il faut bien s'assurer que le client qui possède bien toutes les autorisations nécessaires pour installer la fibre et les autorisations d'accès. Les fourreaux écrasés en domaine privé, donc là, parfois, quand le technicien intervient chez le client final, bon là, malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance parce que c'est des fourreaux qui sont côté client final. Et donc, on s'aperçoit
que le jour de l'intervention, lorsque le technicien, par exemple, doit faire passer la fibre dans le fourreau qui se trouve en partie privée du client, eh bien, il remarque que les fourreaux sont écrasés ou sont détériorés, par exemple. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est informer le client au préalable pour dire que c'est un cas qui peut se produire dans de rares cas, évidemment, mais parfois le client il peut avoir accès à ses fourreaux, il sait où il se trouve, donc il peut faire une vérification en amont pour éviter cette situation-là. Quatrième situation, c'est les fourreaux bouchés en domaine privé. Bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est à peu près une situation similaire que précédemment avec les fourreaux endommagés. La surlongueur en domaine privé, donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive, qui peut arriver. Donc comme vous le savez, il y a une longueur de câble qui est prévue dans le contrat. Et ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des petits retards qui sont engendrés lors de l'intervention parce que il arrive que la longueur limite de ce câble qui est prévu dans le contrat est dépassée parce que le client, par exemple, veut installer son routeur dans sa baie et de ce fait, la longueur de câble elle sera un peu plus longue. Et parfois, lorsque le client n'est pas au fait que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, eh bien, lorsque le technicien COSC lui donne le devis, eh bien, il n'est pas d'accord. Donc, on peut le prévenir en amont, lui dire, voilà, il y a des frais qui peuvent s'appliquer, parce que si le client accepte directement le devis le jour de l'intervention, eh bien, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'intervention enfin, dans le déploiement de cette fibre et ne pas reporter l'intervention à une date ultérieure. Pour terminer, je voulais vous parler donc de la notion gel immeuble. Alors, le gel immeuble, ça regroupe un petit peu tous les sujets, pas mal de sujets dont je vous ai parlé, donc les fourreaux bouchés, des travaux clients qui doivent être faits, donc par exemple pour réparer des fourreaux cassés, par exemple, un PBO qui est saturé, donc dans la partie publique, un PBO qui a beaucoup trop de fibres, donc il faut que par exemple Orange désature, ou alors un PBO qui n'est pas trouvé, etc., etc. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a très peu de temps, une commande, lorsqu'elle est passée, en fait, on peut pas savoir malheureusement en avance si un immeuble est gelé. Donc, il faut passer la commande sur l'adresse et c'est après qu'on se rend compte en fait que l'immeuble est gelé parce que voilà, il y a différentes situations qui sont produites et donc il faut attendre un petit laps de temps avant de repasser commande. Et là, le point intéressant, c'est que Orange a mis, entre guillemets, à jour ses IPE, donc les informations qu'ils nous fournissent suivant les déploiements des immeubles. Et en fait, dans ces IPE-là, maintenant, on trouve une information supplémentaire sur le gel immeuble. Donc, on peut savoir si, par exemple, dans tel ou tel immeuble, on peut passer commande ou pas en avance. Et donc, ça, c'est vraiment enfin, comment dire, une grande avancée parce que plus besoin d'attendre de passer la commande, on peut le savoir à l'avance. Bon, il y a toujours certains cas qui passent hors radar, mais en tout cas, c'est une amélioration, une évolution supplémentaire. Un dernier petit point. Donc je voulais faire un petit point sur ce que fait COSC pour améliorer la vie de ses clients. Alors, il faut savoir que COSC fait énormément de lobbying, donc que ce soit par exemple auprès des instances comme l'ARCEP ou bien auprès d'opérateurs d'envergure nationale comme Orange, par exemple. Donc, j'ai cité un exemple. Aujourd'hui, en fait, on estime que le déploiement du FTTH sur les entreprises avance moins vite que celui du grand public. Manon l'a un petit peu dit précédemment, donc ça rejoint un petit peu ce point-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit des réunions. Donc, ça, c'est vraiment un sujet qui a été traité. Donc, il y a eu des réunions qui ont été prévues. On a remonté le sujet et on a demandé d'améliorer la situation. Évidemment, on a demandé des clarifications, savoir pourquoi.
Et voilà, donc on essaye de faire du lobbying pour pousser un petit peu le sujet pour déployer les entreprises de façon un peu plus rapide. Il y a la notion de site oublié. Alors, ce qu'on appelle site oublié, c'est un site. Par exemple, on prend un exemple. Vous testez une éligibilité sur l'outil COSC et vous voyez qu'il n'y a pas de fibre à l'adresse. Donc là, vous allez sur la carte ARCEP. Sur la carte ARCEP, vous vérifiez, donc, par exemple, le numéro 2 rue de Paris, par exemple. Et vous voyez que tous les immeubles, donc le 4, le 6, le 8, possèdent tous une pastille. Donc une pastille, en fait, la pastille sur la carte ARCEP, une pastille verte, orange ou noire. Donc en fonction de la couleur, ça donne l'état du déploiement de la fibre. Donc lorsque c'est une pastille verte, ça veut dire que la fibre est déployée. Donc là, vous vous rendez compte que tous les autres numéros de rue autour possèdent une pastille, sauf le numéro 2, rue de Paris. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, quand ce sujet-là nous est remonté, nous, on ouvre une signalisation auprès d'Orange et on leur demande une clarification et on leur demande de déployer, en fait, de mettre un statut de déploiement à ce site-là. Et donc, c'est un déploiement qui est fait. Donc, on a déjà eu plusieurs cas, on a déjà fait plusieurs demandes et ça fonctionne. Donc, on peut le faire et ça met en moyenne 6 mois. Ça peut mettre un peu moins ou un peu plus en fonction des zones, mais en tout cas, on peut le faire. Finalement, la notion de deux fibres à la même adresse. Donc là, si on prend un exemple d'un client qui a déjà une FTTH, donc pour raison X ou Y, il ne veut pas écraser sa première FTTH qui se trouve euh, chez un opérateur X. Il souhaite par exemple prendre une FTTH chez COSC, une deuxième FTTH. Bah, COSC, on a la possibilité d'installer une deuxième PTO, donc une prise de terminaison optique, à une même adresse. Et ça se traduit concrètement par l'installation du deuxième FTTH totalement indépendante de la première. Donc le client peut avoir deux FTTH au même endroit sans pour autant avoir à écraser son FTTH déjà en place. Voilà. Bah, ça sera tout. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention. Denis, je te laisse la parole si tu veux ajouter une petite conclusion, comme tu l'as dit au début. Merci Ariski, merci Manon. Du coup, peut-être en conclusion rapidement pour conclure par rapport à ce qui a été présenté, je pense que le sujet de la fibre pour les entreprises est quelque chose qui nous intéresse tous. Il y a aujourd'hui une vraie différence entre le FTTO qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui couvre, comme le disait Areski, plus de 90% des entreprises en France, mais avec des réalités qui sont très contrastées aujourd'hui entre des plaques où la concurrence s'est encore accélérée ces derniers mois et des acteurs qui jouent le jeu de la concurrence, donc que ce soit dans les zones très denses où de multiples acteurs tirent leur fibre, ou dans les RIP, finalement, où les acteurs de RIP animent cette concurrence, et puis encore tout un ensemble de l'écosystème d'entreprises françaises qui ne sont pas adressables aujourd'hui via des offres FTTO accessibles. Et donc, c'est tout notre rôle aussi d'essayer d'amener des solutions finalement pour venir proposer à ces entreprises la meilleure connectivité possible au bon prix marché. Sur le FTTH, la situation aujourd'hui, elle est en train d'exploser, hein, puisque du coup, on a vraiment une accélération des déploiements qui est faite. Mais de la même façon, comme ça a été dit dans la présentation, je pense que le message qu'on doit retenir, c'est que d'une part, l'énergie qui est mise par les opérateurs d'infrastructure qui déploient la fibre, et notamment on peut considérer ceux qui le font en zone AMI et en zone très dense, et donc je ne citerai pas Orange et SFR, mais je les cible particulièrement tout de même, qui ont ciblé tout d'abord le marché grand public. Et on a encore un retard de déploiement sur le marché des entreprises avec tout un ensemble de sites qui peuvent parfois être oubliés des IPE et qui donc du coup ne sont pas commercialisables. C'est là où côté COSC, on a un rôle à jouer puisqu'on a en capacité finalement dans nos relations avec ces opérateurs d'infrastructure de venir appuyer vos demandes pour aider finalement au raccordement et à rendre ces entreprises éligibles.
Et puis sur cette partie FTTH, là où les RIP, comme les chiffres qui ont été montrés, jouent le jeu et sont aujourd'hui en phase de croissance très forte des déploiements, sur la zone très dense et sur la zone AMI, on arrive un peu à une situation où on a un taux d'éligibilité qui se rapproche des 80%, voire qui le dépasse à certains endroits, mais qui a du mal à tendre vers les 100%. Et on sent que les différents opérateurs d'infrastructure sur ces zones n'ont pas encore été finalement au bout du travail et que les derniers 20% restants sont aussi les plus complexes à réaliser. Et pourtant, sur ces zones, l'objectif, c'est bien que d'ici fin 2022, et c'est aussi le lobbying que l'on fait côté COSC auprès des autorités compétentes, l'objectif est bien que 100% des entreprises de ces zones puissent avoir accès à une solution fibre type FTTH d'ici la fin de l'année. En tout cas, on ne manquera pas de revenir vers vous dans le courant de l'année 2022 pour continuer à vous informer sur le sujet, à vous tenir informé aussi de l'éligibilité côté COSC et de comment est-ce qu'on trouve finalement les capacités pour venir vous proposer des solutions pour raccorder l'ensemble des entreprises. Je vous souhaite du coup une bonne journée. Peut-être on va prendre quelques questions s'il y en a. J'ai vu qu'il y en avait une dans le chat à minima. Et puis du coup, on pourra répondre aux autres également. Si je prends les questions, du coup, alors j'ai une question de. Alors, j'ai pas le nom de la personne, hein, j'ai quelqu'un qui marquait guest qui me dit quels sont les recours quand le technicien COSC ne se présente pas et ne prévient pas. Alors, peut-être pour répondre à cette question, alors déjà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement, que l'on puisse regarder votre cas en particulier et qu'on essaie de trouver des solutions, hein. Le point là-dessus, c'est qu'on fait attention dans le référencement de nos équipes terrain à avoir des gens qui soient le plus présents possible. On est intransigeant sur le respect des engagements. Malheureusement, dans les milliers de raccordements qu'on réalise, il peut y avoir des moments où les techniciens ne se présentent pas. En tout cas, je prends le point personnellement d'essayer de voir comment résoudre la situation pour vous. Et puis c'est aussi un point que l'on remontera, nous, dans le pilotage de nos sous-traitants. Peut-être un tout petit point d'explication. C'est vrai qu'en fin d'année, les plannings de l'ensemble des techniciens sont extrêmement tendus. Le Covid n'a également pas aidé dans ces dernières semaines, au travers des différentes absences, à résoudre la situation. En tout cas, on fera tous nos efforts pour améliorer cette situation et c'est vraiment notre enjeu de faire des raccordements de qualité et d'éviter que ce genre de situation se présente. On a des demandes de partage de la présentation, donc oui, bien entendu, elle a été enregistrée, comme vous avez pu le voir sur le petit bandeau, donc elle vous sera partagée. Du coup, dans la foulée, le temps que l'on mette, enfin que l'on récupère la vidéo et puis qu'on puisse la mettre à disposition. J'ai une question de Guillaume Soubéran. Quelles sont les possibilités lorsqu'un site est éligible mais que vos techniciens n'arrivent pas à amener la FTTH jusqu'au local du client? Du coup, est-ce que Areski, tu veux prendre le point par rapport à ce que tu as présenté? Est-ce que tu veux que je réponde? Ouais, vas-y si tu veux, il n'y a pas de. Bon, donc du coup, alors, quand un site est éligible, cela veut dire que l'opérateur d'infrastructure a rendu ce site éligible dans les outils permettant de le mesurer. En revanche, cela ne veut pas dire que l'infrastructure est 100% déployée jusqu'au site du client. Il y a des endroits où le PBO, qui est finalement le point d'arrêt de l'opérateur d'infrastructure, se trouve à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres du site du client. Et donc, dans ce cas-là, on peut toujours se retrouver finalement entre le PBO et le site, et comme le disait Areski, que ce soit sur le domaine public ou sur le domaine privé du client, avec des contraintes qui rendent difficile l'intervention. Dans tous les cas, on sera en mesure de vous proposer un devis. Les situations se gèrent au cas par cas, mais c'est vrai qu'on rentre souvent dans ce type de cas sur des situations de génie civil qui peuvent engendrer des coûts. Donc, côté COSC, nous, on l'inclut d'ailleurs contractuellement, on prend en charge jusqu'à 300 mètres de déploiement sur le domaine public dans ce type de cas, ce qui représente 99% des cas, voire plus, qui sont résolus. Et puis sur la partie domaine privé, on rentre du coup dans une situation à gérer avec le client final. Alors je vois que
question a été précisée, le local se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble et le PBO se trouve au sous-sol de l'immeuble. Bon, dans ce cas-là, c'est pareil, à la limite, si vous avez un cas particulier, remontez-les nous. Je pense qu'il y a malheureusement ou heureusement, finalement, au travers des millions de déploiements qui sont réalisés sur le FTTH, quelques cas particuliers qui peuvent se présenter. On peut toujours essayer de regarder pour creuser le sujet. Donc, pour vous, comme pour la question d'avant, je vais joindre mon mail, du coup, et puis on va essayer de traiter ces sujets. Du coup, et on reviendra vers vous dans la foulée pour vous fournir le maximum d'informations possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'auraient pas été posées? Bon, bah, écoutez, dans ce cas, je vous remercie du coup de votre écoute. J'espère que vous avez été satisfait de la présentation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans un but d'optimisation et d'amélioration continue. Excusez-moi, il y a une dernière question. Ouais. Quelles pourraient être les raisons d'un statut en cours de déploiement d'un immeuble sur la carte ARCEP qui dure depuis plus d'1 an? Généralement, dans ce type de cas, c'est que l'opérateur d'immeuble rencontre des difficultés. De la même façon, éventuellement, alors sur ces cas-là, les capacités d'escalade entre guillemets pour rendre le site raccordable sont un peu plus difficiles, mais de par notre position, on est aussi en capacité de dialoguer avec des équipes des différents OI. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on essaiera de regarder la situation et le cas particulier, voir si de notre côté on ne peut pas essayer d'escalader la situation auprès de l'opérateur d'infrastructure. Je ne vous garantis pas d'avoir un résultat, mais en tout cas, c'est aussi notre rôle de vous accompagner et d'essayer de trouver des solutions dans ces cas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, bien entendu, là, je parle de moi puisque ce webinaire est ouvert à tous. En revanche, les commerciaux, globalement, de l'ensemble de nos entités, et notamment si vous êtes déjà en relation avec nous, peuvent se tenir forcément en contact pour être le relais aussi de vos questions et de ce type d'informations dans les cas qui sont un peu compliqués. En tout cas, merci à tous. Et puis du coup, bonne journée, bonne fin de semaine. Et puis surtout, je vous souhaite un très bon début d'année qui soit prolifique et que cela engendre de nombreux déploiements et de nombreuses ventes, que ce soit en FTTO ou en FTTH. Bonne journée à tous. Très bonne journée à tous. Merci de votre attention. À bientôt.